Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo sur le système solaire et les différentes échelles de structure de l'univers. Alors donc d'abord nous allons parler du système solaire et après nous parlerons tout simplement des différentes échelles de structure de l'univers. Bon alors donc justement le système solaire est composé de quoi? Il est composé dans un premier temps de planètes, ok, de 8 planètes en l'occurrence, ok, dont 4 des 4 premières, à savoir Mercure, Vénus, Terre et Mars, qui sont des planètes telluriques, c'est à savoir donc qu'elles ont un sol, ok, à la surface. Et après les 4 dernières planètes, ok, qui sont nommées les grosses, ok, les plus grosses du système solaire, sont des planètes gazeuses. On peut d'ailleurs appeler ces planètes, les 4 dernières, des géantes gazeuses. Ok? Et donc, justement, justement, quand on observe le système solaire, on peut pas observer que ça. On peut observer également une étoile qui se nomme le Soleil, ok? D'où le nom système solaire, ok? Parce que du coup, l'étoile du centre, c'est le Soleil, ok? Et donc, du coup, on peut observer une étoile. On peut également observer une ceinture d'astéroïdes, ok? Entre, justement, Mars et Jupiter, ok, donc c'est une grosse ceinture d'astéroïdes. Après on peut observer également des comètes, ça arrive par moment. On peut observer des planètes naines, appelées encore une fois planétoïdes. Donc là ce sont des planètes qui sont plus petites que les 8 planètes du système solaire. Et de plus elles ne tournent pas sur un même plan, ok. Et donc du coup leur temps de rotation est par moment plus long que celle des 8 planètes que je te présente là, ok. Et on peut également observer des satellites naturels. Ok, donc là ce sont des planètes, ok, qui tournent autour d'autres planètes. Comme par exemple, la Terre a un satellite particulier et même un satellite naturel. Ce satellite se nomme la Lune. Ok, on utilisera ça dans une prochaine vidéo. Ok. Donc voilà pour tout ce qu'on peut trouver dans le système solaire en gros. Ok, donc on y trouve des planètes naines appelées planétoïdes. On y trouve également des satellites, ok, une étoile, ok, comme le Soleil ici. Donc c'est pour ça que ce système là s'appelle le système solaire. Après on peut également trouver des astéroïdes, également trouver des planètes appelées planètes naines ou planétoïdes, ok. Donc maintenant tout simplement que nous avons dit en gros ce qu'il y a dans le système solaire, déjà on va définir quelques petites choses à connaître. Donc déjà, il y a plusieurs choses à connaître sur notre système solaire, même si c'est vrai que je t'avoue que le système solaire est une infime partie de l'univers, et même si justement le système solaire est une infime partie de l'univers, on n'en connaît que 4%, et encore, ok, donc on ne connaît pas grand chose du système solaire, ok. Donc en tout cas, justement le système solaire fait 4500 millions de kilomètres en tout, ok, du soleil jusqu'à la dernière planète la plus éloignée, ok. Et donc, du coup, la distance entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres, ok. Ok, et dans ce cas-là, la distance entre le Soleil et la Terre, on appelle cela une unité astronomique, ok. Et d'ailleurs, justement, des planètes, elles tournent sur elles-mêmes. Et lorsqu'une planète tourne sur elle-même, du coup, on appelle cela la journée, ok. C'est ça qui définit la journée. Ou encore une fois, on dit que la planète est en rotation sur elle-même. Ok. Mais en revanche, lorsque la planète tourne autour du Soleil, comme la Terre ou d'autres planètes, on dit que la planète est en révolution. Ok. En révolution autour du Soleil. Ok, en l'occurrence. Et après, pareil, la Lune est en révolution autour de la Terre. Ok. Puisqu'elle tourne autour de la Terre. Et d'ailleurs, le fait que le fait qu'une planète tourne autour du Soleil, ok, donc n'importe laquelle, on appelle cela, tout simplement l'année. Une année terrestre, c'est 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 5 secondes, ok, alors qu'une année, par exemple, sur Vénus, c'est normalement 88 jours, ok, c'est 88 jours. Alors là, tu vas me dire, mais de quoi dépend justement une année? Oui, une année va dépendre de deux choses, à savoir donc de la distance de la planète, ok, par rapport au Soleil, et d'une deuxième chose, à savoir donc la vitesse auquel la planète tourne autour du Soleil, ok. D'ailleurs justement, vu qu'on en parle,
il y a quelques petites choses à connaître sur notre planète, à savoir donc la Terre, qu'on peut nommer la planète bleue. Et ben justement, la Terre, qui se nomme la planète bleue, et ben a tout simplement un rayon de 6400 km environ, ok. Elle se situe à 150 millions de kilomètres du Soleil, ok. On appelle cela d'ailleurs cette distance une unité astronomique, ok. Et d'ailleurs, oui, comme je disais, la circonférence de la Terre, c'est à savoir donc le tour de Terre, est de 6400 km. La distance entre la Terre et la Lune est de 400 000 km, ok. Et donc du coup, le temps de rotation de la Terre sur elle-même est de 23h56 et 4 secondes, alors que le temps de révolution de la Terre autour du Soleil est de 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 5 secondes, ok. D'ailleurs justement, c'est à cause du temps de révolution de la Terre autour du Soleil, ok, qui est de 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 5 secondes, qu'il y a les années bissextiles. Pour ceux qui ne savent pas, les années bissextiles, ce sont des années, ok, où il y a un jour en plus au mois de février. Au lieu d'avoir 28 jours, il y en a 29. Pourquoi? Là, c'est une explication bien scientifique qu'il faut comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre ça, hein. Tout simplement, si tu fais 6 fois 4, ok, 6 fois 4, ça fait 24, ok. Donc, du coup, pendant 3 ans, ok, on va dire qu'il y a 365 jours sur Terre, ok. Et pendant la 4e année, du coup, il y en aura 366 jours, ok, sur Terre. Pourquoi? Pour rattraper tout simplement les 24 heures perdues, ok. Sinon, c'était bien compliqué de définir cela, ok. Si on n'avait pas fait ça comme cela. Donc, voici quelques petites caractéristiques des planètes, tout simplement du système solaire. Donc là, on va commencer par Mercure et on va terminer par Neptune, ok. Donc justement, la distance entre Mercure et le Soleil est de 58 millions de kilomètres, ok. Et son diamètre est d'environ 5000 kilomètres, ok. Et bien évidemment, justement, sur Mercure, on ne trouve pas d'eau à l'état normal, ok. Et après, du coup, Mercure ne possède pas d'atmosphère, ok. Et du coup, sa température est d'en moyenne 180 degrés. Ok, c'est mine de rien très élevé. Après, la deuxième planète qui est Vénus se trouve à environ 108 millions de kilomètres du Soleil. Ok, son diamètre est d'environ 12 000 kilomètres. Ok, et donc là, sur Vénus, on trouve de l'eau à l'état gazeux. Ok, et d'ailleurs, Vénus possède une atmosphère. C'est pour ça que du coup, sa température, malgré le fait qu'elle est très éloignée du Soleil, est très élevée, à savoir donc 470 degrés en moyenne, ok. Après, la Terre qui est un peu plus loin, à 150 millions de kilomètres, a un diamètre d'environ 13 000 kilomètres, ok. Et donc, on y trouve de l'eau à l'état solide, liquide, gazeux. Elle possède une atmosphère, ok. Et sa température moyenne est de 15 degrés environ. Je te rassure, normalement, la température moyenne de la Terre était de moins 20 degrés au départ, ok. Mais à cause de l'atmosphère et de l'effet de serre et de toutes ces activités humaines, on augmente au fur et à mesure la température. Alors là, allons un peu plus loin. Mars, qui se trouve à 228 millions de kilomètres, a un diamètre de 7000 kilomètres, ok. Et donc on trouve de l'eau à l'état solide. Et d'ailleurs, Mars possède une atmosphère. Mais du coup, sa température moyenne est de moins 40 degrés, ok. Après, nous avons Jupiter, ok, qui se trouve à 778 millions de kilomètres du Soleil. Son diamètre est d'environ 143 000 km, ok. C'est l'une des planètes les plus grosses du système solaire. Et donc, on y trouve de l'eau à l'état solide. Elle ne possède pas d'atmosphère. Et sa température moyenne est de moins 175 degrés, ok. Après, nous avons Saturne, ok, qui se trouve à 1427 millions de kilomètres du Soleil. À savoir donc, ça fait 1 milliard et 427 kilomètres de distance avec le Soleil, ok. Donc là, c'est pour Saturne. Et donc, du coup, elle a un diamètre de 121 000 kilomètres, ok. On y trouve de l'eau à l'état solide. Elle possède une atmosphère et donc sa température moyenne est de moins 195 degrés. Ensuite, il existe 2 autres planètes. Uranus, ok. Donc, Uranus se trouve à 2871 millions de kilomètres, ok. À savoir donc 2 milliards et 871 000
871 millions de kilomètres, ok, du Soleil. Son diamètre est d'environ 51 000 kilomètres, ok. On y trouve de l'eau à l'état solide. Elle possède un atmosphère. Et donc, du coup, sa température moyenne est de moins 220 degrés. Ensuite, la planète la plus éloignée du Soleil, à savoir donc Neptune, qui se trouve à 4 497 millions de kilomètres, à savoir donc 4 milliards et 497 millions de kilomètres du Soleil, ok. Et du coup, son diamètre est de 50 000 kilomètres. On y trouve de l'eau à l'état solide. Son atmosphère, oui, elle en possède un, ok. Et du coup, sa température moyenne est de moins 230 degrés, ok. Bon, alors donc, maintenant que nous avons parlé un peu des caractéristiques de certaines planètes du système solaire, maintenant je voudrais quand même vous parler de quelques petits voyages qui se sont passés au cours du temps d'un système solaire. Parce que mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça en fait, qu'on a fait des voyages dans le système solaire. Si vous comptez bien, le premier voyage qui a eu lieu, entre guillemets, dans l'espace, c'était vers les années 1970 pratiquement. Ok, bon, on va arrondir à 1965 à peu près. Ok. Le premier voyage qui a eu lieu, c'était sur la Lune, ok. Donc on a quitté la Terre pour aller jusqu'à la Lune, on a mis à peu près 3 jours, et ça s'est déroulé normalement le 21 juillet 1969, ok, où on a lancé la mission Apollon 11, il me semble, qui est allé directement sur la Lune. Bon, bien sûr, il y a eu des voyages un peu avant, vers 1961. Il y a eu l'Aikea, ok, une petite chaîne, ok, qui s'est également lancée dans l'espace. Malheureusement, aujourd'hui, honnêtement, elle est pas vivante, ok. Elle est pas revenue vivante de cette mission, ok. Et donc, quand on a lancé la chaîne Leica, c'était en 1961, ok. Et donc, 8 années plus tard, ok, il y a eu la mission Apollon 11, ok, qui s'est lancée jusqu'à la Lune, ok. Et après, bien évidemment, il y avait des êtres humains ce coup-ci, et donc, ils sont revenus sur Terre vivants, ok. Voilà. Ensuite, il y a eu des sondes qui ont été également lancées dans l'espace, ok. Donc, il y a eu la sonde Voyager 1 qui s'est lancée dans l'espace, et plus récemment, la sonde Voyager 2 qui s'est lancée également dans l'espace, ok. Bon, également, on a essayé d'envoyer des robots sur Mars, ok. Donc je sais pas si vous connaissez, il y a eu le robot Curiosity, ok, qui s'est lancé sur Mars, ok. Et d'ailleurs, ça fait la une des journaux. Et donc du coup, ce robot a observé l'état de l'eau, etc., etc. Alors là, je sais pas si vous avez je sais pas si vous avez lu les magazines de science, ok. Mais beaucoup de magazines de science en ont parlé, tout simplement que ce robot Curiosity, a tout simplement trouvé de l'eau à l'état liquide. Bon, par contre, sa température n'est pas forcément adaptée à celle qu'on connaît sur Terre, ok. Après, bon, on a essayé de lancer également des fusées autre part, comme sur Jupiter ou sur Saturne. Bon, alors là, je vais vous dire concrètement le truc qu'il y a. Le problème qu'il peut avoir quand on lance des fusées, etc. Le problème, c'est que ça coûte cher, ok. Une fusée lancée, ça coûte cher. Ça coûte quand même, bon, c'est rien à l'échelle de l'État français, par exemple. Mais mine de rien, ça coûte cher. Ça coûte pas non plus 10 euros. Ok, sinon on l'aurait fait tous les jours. Donc dans ce cas-là, le problème, si on se met à prendre le risque tout le temps de lancer des satellites, etc., ok, dans le système solaire, le problème c'est que du coup ces satellites ne peuvent ne pas fonctionner, ok, correctement. Dans ce cas-là, le problème, ça ne marche plus. Et le problème, dès que ça ne marchera plus, là, ça sera, entre guillemets, perdu, la chose, ok. Ce qu'on voudrait faire sera perdu. C'est bien pour ça qu'on ne prend pas toujours le risque, par exemple, de lancer des satellites, etc. Il y a encore moins d'envoyer des hommes dans l'espace, parce que justement, le problème qu'il peut avoir si on envoie un homme dans l'espace, par exemple, envoyer un homme sur Mars, pourtant c'est à côté Mars, hein, mais il y a 6 mois de voyage, ok. Ce qui veut dire une demi-année, donc la moitié d'une année. Donc si on envoie un homme sur Mars, le problème qu'il y a, c'est que justement, ok, on envoie l'homme sur Mars, sauf que il faut de la nourriture pour 6 mois. Après, il va visiter Mars 2-3 jours. Après, il revient. Il lui faut encore 6 mois de voyage. C'est énorme. Et après, quand il revient sur Terre, le problème, c'est apesanteur maintenant. Ok? Parce que toutes les planètes n'ont pas la même intensité de pesanteur. Ce qui veut dire donc, elles n'ont pas la même force d'attraction au sol. Nous, la force d'attraction au sol ou l'intensité de pesanteur est d'environ 9,81 newtons. Ok? Sur la Lune, par exemple, si on envoie un homme sur la Lune, l'intensité de pesanteur est d'environ 1,6 newton. Donc là, il y a une différence quand même de 6, ok? De 6 fois.
Donc c'est bien pour ça qu'on n'envoie pas forcément des hommes partout dans l'espace. Parce que le problème, c'est ça, c'est l'apesanteur. Ok, c'est la force d'attraction seule. Bon, maintenant je vais vous montrer les différentes échelles de structure de l'univers. Ok. Alors donc, du coup, les différentes structures de l'univers, comme on peut le voir, d'abord il y a le système solaire qui est tout petit. Enfin, tout petit, c'est quand même pas tout petit, hein, c'est 4500 millions de kilomètres. C'est-à-dire, donc, c'est beaucoup quand même, mine de rien. Ok. Mais bon, c'est pas non plus hyper grand par rapport aux autres choses. Donc d'abord il y a le système solaire, ok. Après, si on grandit, si on va un peu plus loin, il y a des galaxies. Ok, donc là, la galaxie dont nous faisons partie, c'est la Voie lactée. Et donc elle a un rayon de 100 000 années-lumière. Donc là, l'année-lumière, c'est pareil, c'est une unité qu'on utilise en astronomie. Ok. Et après, quand on va un peu plus loin, et là, on voit plusieurs galaxies. Ok. Et ces galaxies, et une galaxie plus une galaxie plus une galaxie, ça fait déjà beaucoup de galaxies. Et toutes ces galaxies, avec toutes ces étoiles qui brillent, etc., et ça donne un univers qu'on appelle tout simplement l'univers, ok. Ça donne un monde qu'on appelle l'univers. Et donc la galaxie dont nous faisons partie s'appelle la Voie lactée, ok. Et après, nous faisons partie d'un système qui s'appelle le système solaire, etc., ok. Bon, maintenant, je voudrais te montrer quand même la dimension totale de l'univers mesurable actuellement, ok. Donc alors cette frise là, peut-être que tu en as déjà vu une de ce style là. Cette frise là s'appelle de infiniment grand à infiniment petit. Et donc là quand on part d'ici, c'est-à-dire donc de la flèche pour aller jusqu'ici, en dehors de la flèche, et en fait tout simplement on part de infiniment petit jusqu'à infiniment grand. Et donc là, si tu veux suivre la flèche, du coup en fait tu pars de infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Ok. Et donc ce symbole, c'est le symbole 8, ok, qui a été inventé en 1655 par le mathématicien John Wallis pour désigner tout simplement l'infini. Ok. Donc l'objet qu'on peut observer et qui est le plus grand, c'est tout simplement l'univers. Ok. Et donc l'univers qu'on peut observer pour l'instant, tout simplement a une dimension énorme, à savoir, donc ça se notera de la manière suivante: 10 puissance 27 mètres, c'est-à-dire un 1 avec 27 zéros derrière. Ok. Donc là c'est les dimensions actuelles du système de l'univers qu'on peut observer actuellement. Ok. D'ailleurs, il existe également, comme il existe de grands objets très grands, il existe de petits objets très petits, comme par exemple le noyau d'un atome, ok, etc., etc. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et avant que la vidéo se termine, d'ailleurs, je voudrais te dire une petite chose sur le schéma du système solaire que je viens de te montrer. Oui, donc, comme je disais, je voulais te dire une petite chose sur le schéma du système solaire que je viens de te montrer. Ce schéma a été fait à la main, ok, par moi-même, du coup. Et le truc, c'est que pour représenter le système solaire, deux rôles, ok, on peut représenter les distances et les planètes. Mais le problème qu'il y a, et comme vous avez pu le voir, c'est le soleil. C'est tout simplement que le soleil, soit il mord vos planètes, ou soit, du coup, le soleil, il est représenté tout petit, ok. Donc là, du coup, il a fallu que j'utilise une technique un peu farfelue, ok, pour représenter le soleil. Mais mine de rien, le schéma est presque à l'échelle, ok. Donc voilà. Et donc, du coup, je vous apprendrai à construire un schéma à la fin du thème numéro 2, mouvement et interaction. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo.